moi je suis donc Nicolas Calcani, psychologue et un clinicien au CHU de Bordeaux et docteur en psychologie de l'Université de Bordeaux. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes et qui ont déjà été dites sur la présentation précédente. Pour la petite histoire personnelle, moi les protocoles à cas unique, j'en avais jamais entendu parler avant que je commence le master de recherche, après le master de pro. Je me dis je vais peut-être faire une thèse. Donc je vais dans un master de recherche et grosse panne d'inspiration sur le sujet de mémoire. Enfin, j'avais un sujet, mais trouver des participants, ça a été galère. Et je me dis, mais comment je fais quand j'ai qu'un seul individu ou deux? Et là, je tombe sur un article qui parle des protocoles à cas unique. Je me dis, chouette, bon coup. Et au final, il y a déjà pas mal de ressources qui sont disponibles sur le net. Il y a pas mal de tutos qui permettent vraiment de s'approprier cette méthode. C'est une méthode qui est relativement simple d'acquisition et qui est relativement simple à mettre en place, mais qui cache une certaine complexité que vous allez peut-être sentir un peu dans cette présentation. Moi, j'ai le rôle difficile de parler des aspects plus analytiques, donc il y a pas mal de méthodos et de traitements statistiques, j'en suis désolé par avance. J'essaie de trouver un savant mélange de simplicité et de douleur, mais voilà. Si jamais il y a des moments où c'est vraiment pas clair, vous n'hésitez pas à lever la main ou les personnes dans le chat qu'elles n'hésitent pas à se manifester, en sachant que voilà, les analyses, ce n'est pas une question consensuelle dans les protocoles à cas unique, parce qu'il y en a beaucoup déjà, des différentes. Même au cours des 5-10 dernières années, ça se développe déjà encore beaucoup. Et elles ont toutes leurs propres avantages et leurs propres défauts. Donc il n'y a vraiment pas trop de consensus. Il y a des conseils, il y a des choses qu'on s'attend plus ou moins, mais voilà. Donc ici, on parle de ces protocoles à un niveau expérimental, à un niveau de causalité. C'est vrai que c'est une méthode de recherche à part entière, et dans l'expérimental, il y a des attentes d'un certain niveau de critères à satisfaire pour qu'on puisse vraiment dire qu'il y a une inférence causale, mais ça reste aussi un outil qui peut être tout à fait pédagogique et clinique de terrain. Et donc, on n'est pas obligé d'aller chercher les niveaux expérimentaux pour montrer des choses intéressantes. De toute façon, vous allez voir que les analyses, il y a des protocoles différents à cas unique, mais que les analyses restent à peu près les mêmes. Je vais détailler quelques formules ou quelques aspects statistiques, mais tout est disponible sur des logiciels qui sont simples d'accès. Et on peut même les faire à partir d'un site internet, où il y a juste à importer sa base de données. Donc n'hésitez pas à ne pas trop lire, si jamais ça vous fait peur, les formules. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Je vais détailler cette présentation un peu dans cet ordre-là, en parlant des analyses visuelles. Ce sont les plus fun. Ce sont vraiment les plus fun et les plus simples à acquérir. C'est celles qui vont vraiment vous faire plaisir si jamais vous tentez à l'exercice des protocoles à cas unique, qui soient quasi expérimentaux, parce qu'il y a une vraie part d'intuitivité et de simplicité, et en même temps, il y a des critères assez définis pour que vous puissiez avoir confiance en votre jugement quand vous abordez la lecture d'un graphique de ces protocoles à cas unique. Il y a forcément les analyses statistiques. Là, c'est ceux qui vont nous donner des indices qui vont être plus convaincants quand on veut publier, quand on fait une recherche ou qu'on veut prouver quelque chose. Vous allez voir qu'il y en a plein de différentes, des analyses statistiques. Il y a les analyses sur la taille des faits basées sur les moyennes, il y en a peut-être 3 ou 4. Les indices de non-chevauchement, comme il a été évoqué précédemment, il y en a peut-être 9 différentes. Il y a des indices de taille des faits basés sur les régressions. Évidemment, je ne vais pas tous vous les présenter, en sachant que même moi, par souci d'honnêteté, je ne les maîtrise pas toutes. Il y en a que j'ai à peine abordées, que je comprends pas du tout. Donc pour ceux qui veulent vraiment aller loin dans la recherche, je les conseille de s'accompagner d'un statisticien béton et formé au protocole à cas unique. Donc là, j'ai mis dans cette présentation la méta-analyse des protocoles à cas unique parce qu'il y a une possibilité, comme pour les études de groupe, de pooler, d'agréger la somme de plusieurs protocoles, sous certaines conditions bien sûr. Malheureusement, ça aussi c'est très complexe. Je vais juste vous relier vers de la lecture qui sera beaucoup plus pertinente que moi. Je vais en parler, je vais en toucher 2 mots. Désolé de cette faiblesse-là. J'avais proposé une petite illustration d'analyse d'un protocole à cas unique. Je ne sais pas si ça sera totalement pertinent parce que les exemples précédents étaient très bons, franchement. Donc,
On verra bien, et quelques ressources par rapport à l'actualisation des logiciels ou des websites, ou comment présenter une base de données, parce que les bases de données à faire tourner par des logiciels de protocole à cas unique, ça ne va pas de soi, il faut avoir quelques codes. Enfin. Donc les analyses visuelles, comme je vous disais, c'est les plus simples, et c'est celles qui font le plus plaisir. On va tout simplement se baser sur les graphiques qui sont maintenant bien identifiés des protocoles à cas unique, et on va examiner plusieurs choses. Donc on va observer surtout les 4 aspects suivants. Donc on va regarder la variabilité des scores dans chaque phase, ce qu'on appelle la stabilité aussi. Parce qu'il faut savoir que l'un des prérequis, pas des prérequis, mais l'un des signes d'une bonne santé d'un protocole à cas unique, c'est d'avoir au moins une baseline stable. C'est ce qui donnera le plus de puissance à une inférence causale si tout le reste est bon. La nature, en général, n'aime pas trop la stabilité et c'est rare d'avoir... c'est pas grave hein, s'il y a une baseline, donc une phase d'observation initiale sans intervention qui est un peu erratique, c'est pas grave. Mais plus votre ligne de base sera stable, mieux vous pourrez prédire le reste du déroulement des scores sans intervention, et plus l'effet d'une intervention permettra de détonner par rapport à cette prévision. Donc, bien sûr, le niveau moyen des scores. Hein. Tous ces indices-là sont aidés par le logiciel qui va tracer des petites lignes en fonction de ce que vous recherchez, mais ça, on va pouvoir le voir ensemble. La tendance du changement, donc vers où va le changement. Si on s'attend à une hausse des scores en fin d'intervention, est-ce qu'ils montent bien ou est-ce qu'ils descendent? Là, c'est une mauvaise nouvelle. Hein, s'ils descendent, c'est qu'il se passe quelque chose de mal. Et bien sûr, donc, l'immédiateté ou la promptitude de l'effet, à savoir à quel point le changement intervient rapidement. Ce n'est pas grave si l'un de ces éléments-là ne semble pas correct ou ne semble pas clean, ne semble pas évident à l'analyse visuelle. Ce sont simplement des arguments qui permettent d'argumenter un changement, mais peut-être aussi d'apporter plus d'informations, voir s'il y a une latence. On peut se dire qu'il ne faut pas s'attendre à des effets immédiats. Et si cette latence-là est reproduite, ça peut amener à des protocoles différents qui prennent une temporalité plus importante. Donc ce n'est pas grave s'il n'y a pas de promptitude, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien ou que l'intervention n'a pas d'effet. Donc l'analyse visuelle tout d'abord pour vérifier la baseline et sa stabilité. Cela a déjà été montré auparavant dans la présentation, mais c'est quand même bien d'y revenir dessus. Une baseline stable, on permet de se projeter dans un changement sans l'action d'intervention qui se dit, si jamais on ne fait rien, il ne se passe rien, ça continue comme ça. Si on met une intervention et qu'on s'écarte de cette prédiction à droite de l'écran, on a un argument. Le problème des baselines qui ne sont pas stables, donc qui sont soit erratiques ou soit linéaires, c'est que du coup, ça devient plus difficile pour une intervention de pouvoir s'en démarquer. Parce que là, on se dit que si jamais, dans le cas d'une montée ou d'une baisse linéaire, on ne met pas d'intervention, ça va continuer à progresser tel quel. Et imaginons que l'intervention est un effet trop modeste et qui ne s'écarte pas de cette linéarité prévue, on sera plus en difficulté d'argumenter en faveur de l'effet d'intervention. Et puis alors, dans le cadre des baselines stables, ça peut partir dans tous les sens. Donc encore une fois, il faudrait que l'intervention ait un sacré effet bien marqué pour qu'on puisse dire que c'est l'intervention qui a provoqué ce changement-là. Donc voilà, c'est pour ça que les baselines, c'est jamais simple d'en avoir une stable. Le parti pris de certains chercheurs, c'est tout simplement de continuer la phase de baseline tant qu'elle n'est pas stable. Donc là, on ne rentre plus dans du quasi expérimental parce que normalement, les protocoles à cas unique expérimentaux, on va en reparler un peu plus tard, mais on essaie de bien schématiser et de bien découper les phases de baseline et d'intervention. Mais c'est une pratique qui va être très rigide et on peut avoir une approche plus souple qui est d'attendre que la situation se calme avant de lancer l'intervention. Mais du coup, on perd en puissance de conclusion. Donc la variabilité, c'est la consistance des scores dans chaque condition. Plus le score est stable dans chaque phase A et plus le score est stable dans chaque phase B est un facteur pour dire que on a une situation qui est plutôt bien contrôlée, qu'il n'y a pas trop de variables parasites
et que, que l'intervention peut avoir un effet. Par exemple, là, si on prend l'exemple de ce graphique-là, donc vous voyez qu'il y a les deux petites barres parallèles en pointillés qui font un peu l'étendue des scores de chaque phase. Là, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'en phase A1, c'est quand même un peu étendu, donc on n'est pas dans une baseline très stable, mais ce qui est rassurant, c'est que quand on regarde la seconde phase A, quand on a retiré l'intervention, on a une étendue à peu près similaire, donc il y a quand même, une stabilité à chacune de ces phases, et qu'à l'introduction d'une intervention, on a des scores majoritairement qui évoluent, sauf que là, on voit qu'en phase B1, il y a une étendue qui a explosé, quoi. Donc là, on se dit, tiens, c'est bizarre. Donc là, face à ce genre de choses-là, on ne va pas dire qu'il s'est forcément rien passé, on peut simplement dire que l'introduction-intervention, on remarque qu'il y a une augmentation très très forte du score en phase B1, donc soit l'intervention a induit une aggravation temporaire de quelque chose, je ne sais pas moi, une intervention centrée sur la respiration pour lutter contre le stress, et en fait on tombe sur une personne qui, les exercices de respiration ou de petite musique douce dans l'oreille, ça le saoule, ça le gonfle, et donc au début il est résistant, ça le stresse plus, et après en final il se laisse aller. Ou alors simplement qu'il y a un lag, une latence dans l'effet d'intervention qui fait qu'il y a une progression naturelle qui continue d'avoir sur le stress, mais qui attend peut-être la seconde séance avant de redescendre. Vous voyez, là, c'est quand même pas idéal. On a les scores en phase B qui sont très variables, mais si on regarde la tendance centrale, on voit, la tendance du changement, on voit que ça baisse, mais ça, on va le voir un peu plus tard. Donc les niveaux moyens des scores, pas de piège, c'est les moyennes. On peut parler aussi de médiane, donc les valeurs qui coupent vraiment en 50-50 les scores au-dessus ou en dessous de cette médiane. Et là, on voit bien que si on regarde les niveaux moyens, ils sont similaires en phase A, ils sont similaires entre les phases B, et qu'en phase B, ils sont plus bas que les phases A. On a un bon indice là qu'il y a quelque chose de sympa qui se passe. Tendance du changement, c'est vers où va l'évolution de nos variables dans chaque phase. Pareil, c'est toujours les mêmes pointillés. Ça, c'est le logiciel, vous le précisez quel pointillé vous voulez. Il y a des tutos sur Internet assez accessibles. Ça, je ne m'en fais pas trop pour vous si jamais vous voulez vous l'approprier. Mais voilà. Là, on note bien qu'en phase A, on a une légère augmentation, une tendance à l'augmentation de nos variables qui chute en phase B. Voilà, un joli plongeon. En phase A, quand on retire l'intervention, ça va vers une remontée. Et en phase B, on est toujours sur une tendance. Je ne sais pas si vous voyez bien OK, voilà. Donc voilà. Et là, on voit que ça fait la vague. Donc là, c'est quand même un scénario idéal pour montrer qu'il y a, pour le moment, jusqu'ici, quelque chose qui se passe de sympa. En tout cas, on peut le renifler, quoi. Il se passe quelque chose qui, jusqu'ici, semble pas trop mal, quoi. Alors voilà, la promptitude du changement, en fait, ça va être vraiment ça qui peut parfois complexer certains jeunes chercheurs ou certains praticiens quand ils s'attendent à ce que quelque chose se passe rapidement. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, ou parfois, c'est à l'inverse de ce qu'on s'attend. On regarde en fait pour chaque phase les 2 derniers points de la phase précédente et les 2 premiers points de la phase suivante, pour voir à quel point il y a un changement immédiat qui se fait ou pas. Là, comme je vous disais, entre la phase A1 et B1, déjà, on a quelque chose qui s'accélère dans la phase de B1, donc une évolution spontanée et instable, donc ça fait toujours un peu angoisser quand on est dans ce cadre de figure-là, mais au final, ce n'est pas bien méchant, et on voit que cette accélération, elle continue dès la première mesure de la phase B1, par contre, après, elle chute, mais vraiment de manière assez impressionnante, au deuxième temps de mesure. On voit aussi que, pareil, sur les 2 dernières phases de B1, et sur les 2 premières phases de A1, là par contre, il y a un changement qui se fait rapidement quand même. C'est assez impressionnant sur ce graphique-là. Je ne vous fais pas le commentaire sur A2, B2, c'est à peu près la même chose. Donc là, c'est vraiment les analyses visuelles de base sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ça donne déjà des indications qui sont vraiment pertinentes. Mais voilà, les analyses visuelles, elles sont primordiales. Ça, je crois que je le dis d'ailleurs, oui.
Voilà, elles sont primordiales parce qu'on pourrait voir dans certains cas des indices statistiques, comme on pourrait le voir, qui ne sont pas forcément en faveur d'un changement, mais qui pourtant, au niveau visuel, il y a des choses qui sont assez percutantes. Donc on ne doit jamais se départir des analyses visuelles, mais on ne peut pas s'en suffire quand même pour être convaincant aujourd'hui, en 2023, au sujet des protocoles à cas unique. Donc là, c'est les questions basiques qu'on se pose. Hein. Notre intervention a-t-elle été efficace? Le changement est-il significatif? Si oui, quelle est la taille de son effet? C'est à ça que vont nous servir les indices statistiques. C'est à ça qu'on va pouvoir répondre comme question, quoi. Donc comme je vous disais, les consensus sont difficiles. Il y a beaucoup d'analyses différentes, beaucoup de techniques différentes. Et le problème, c'est que quand on est dans une recherche scientifique et pour pouvoir parler d'inférences causales assez solides, il faut qu'on corresponde à certains critères, donc qu'on ait une étude solide, une bonne méthodologie, une validité interne bonne, c'est-à-dire est-ce que notre expérience évalue bien ce qu'elle est censée évaluer. Donc est-ce qu'on a choisi la bonne population? Est-ce qu'on a choisi les bonnes mesures, les bonnes données? Donc est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont fidèles? Est-ce qu'elles sont valides? Grands critères qui commencent à être mis aussi de plus en plus en avant, mais est-ce qu'elles sont pertinentes pour le sujet ou pour l'unité qu'on évalue? Parce que c'est bien beau d'avoir des unités, des mesures qui sont fiables et qui sont excellentes du point de vue méthodologique, mais qui ne sont pas adaptées à la question ou à la population qu'on évalue. Bien sûr, est-ce que l'étude présente une bonne validité externe, c'est-à-dire est-ce qu'on peut généraliser ces résultats à un ensemble de populations? Ça, c'est différent, mais c'est quelque chose qu'on peut obtenir par la réplicabilité ou les méta-analyses. Et la nature des données, quand même, d'un protocole à cas unique, elles sont quand même un peu spécifiques parce que la plupart des analyses statistiques convaincantes aujourd'hui sont dites paramétriques et se basent sur des présupposés. On ait des données qui se distribuent normalement et des données qui soient indépendantes entre elles. Donc là, je rentre dans des termes que moi-même, je ne maîtrise pas encore tout à fait, mais le problème des données d'un protocole à cas unique, c'est qu'elles suivent rarement une distribution de la loi normale, c'est-à-dire avec la moyenne des scores qui sont au milieu, qui représentent la majorité de la population, et plus on va vers les opposés, moins on a de la population. Et surtout, elles sont auto-corrélées entre elles, puisqu'elles dépendent d'un même individu et d'une suite temporelle. Ce qui trahit pas mal de présupposés pour utiliser des indices avec confiance et en faire des conclusions pleinement assumées, quoi. Donc d'un côté, comme je vous disais, il y a plusieurs analyses. Il y a surtout les différences standardisées de moyenne qui correspondent un peu aux tailles d'effet qu'on retrouve classiquement dans les études. Les deltas de glace ou les D de Cohen, surtout qu'on connaît bien, qui donnent la taille d'effet. Et le problème de ces données-là, c'est que, comme je vous disais, on a des tendances dans les phases d'évolution dont ces tests-là ne tiennent pas compte, c'est-à-dire on se met dans le cas d'une baseline qui est linéaire et qui va vers l'aggravation. Si, par exemple, par miracle, notre intervention, dès qu'on l'introduit, va exactement contrebalancer et on va avoir la même tendance linéaire, les mêmes valeurs, mais dans le sens à l'envers. Côté statistique, ça ne va pas donner grand-chose. Par contre, côté visuel, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est complètement retourné. Donc on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Mais donc voilà, ces tendances-là dans les phases ne sont pas prises en compte dans ce genre d'analyse. Les tests non paramétriques, eux, vont concerner plutôt la significativité de l'expérience. Quand on met en place une expérience, quand on cherche à évaluer un changement, on cherche à savoir bien sûr à quel point le changement qui a eu lieu est-il important, mais est-ce que ce changement est significatif? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment lié à l'intervention ou est-ce qu'il pourrait y avoir trop de chances qu'il soit lié au hasard ou à d'autres choses? Mais ça peut empiéter sur la faisabilité ou la mise en place d'un protocole parce que ça va vraiment rigidifier certaines choses, les tests non paramétriques. Pour le non paramétrique, je vais rester sur le test de randomisation. Lui, je vais devoir l'expliciter un peu plus parce que pour en comprendre un peu le schéma, ça nécessite de s'arrêter un peu, mais en gros, c'est un test qui va vous donner la valeur de la p-value, la fameuse p-value, qui consensuellement
doit être inférieur à 0,05 pour dire qu'on a moins de 5% de chances que les résultats soient liés au hasard ou à d'autres causes, et qu'il y a donc 95% de chances que ça soit lié à notre intervention. Le doute est donc faible, et on peut accepter la validité de notre expérimentation. En fait, le test de randomisation, il a vraiment forcé le chercheur ou le clinicien à prédéterminer pas mal de choses en amont de la mise en place de l'expérimentation. Là, quand on est sur une étude de terrain, quand on essaie de capter des choses plus naturelles, on peut être plus sur une approche guidée vers la réponse de ce qu'on voit sur le terrain pour adapter le protocole. C'est très bien pour obtenir un contexte fluide, authentique et qui se rapproche des essais randomisés dites d'efficience ou plutôt que d'efficacité laboratisée, comme on dit des fois dans certains contextes, en contexte réel, quoi. Mais là, on perd du coup en puissance causale. Donc le test de randomisation, il va nécessiter de définir un nombre maximum de mesures, combien de temps de mesure je vais avoir sur toute mon expérimentation, et les nombres de phases du protocole. Donc de phase B, A ou C. Donc déjà là, ça va dépendre aussi du protocole que vous choisissez. Et bien sûr, de définir aléatoirement, dans les cadres les plus stricts, le nombre de mesures par phase, et à quel point de mesure on change les phases. Donc là, ça nécessite de fixer quand même aléatoirement des choses qui pourraient être problématiques, parce qu'on peut très bien tomber sur des phases où il n'y aurait que 2 points de mesure, quand on sait que 3 voire 5 sont quand même en général minimum recommandés pour pouvoir observer des changements, voire même des mesures où il pourrait y avoir le chiffre 0, donc pas de phase. En général, les chercheurs se mettent plutôt d'accord sur un nombre minimum de mesures par phase pour faire leur test de randomisation. Imaginons que là, dans une classe ou sur un individu particulier, dans une classe qui présente beaucoup d'épisodes d'agressivité, on aimerait mesurer, je ne sais pas moi, une intervention de message de prévention éducatif ou de bienveillance auprès de lui pour voir de la classe entière ou de l'individu si jamais ça permet de diminuer ce nombre d'épisodes d'agressivité. Eh bien, on va se dire qu'on va se donner 3 semaines en tout pour observer quelque chose et mettre en place une intervention. 3 semaines fois 7 jours, donc nombre d'épisodes d'agressivité par jour, on sait qu'on aura 24 temps de mesure au total. Si je me choisis un plan AB-AB, j'ai minimum 4 phases. J'aurais pu dire AB-AB-AB, donc j'aurais plus de phases. Mais voilà, on a notre temps de mesure total qui est donné par la période qu'on se donne, qu'on réfléchit quand même, qu'on essaye d'argumenter par rapport à ce que la littérature nous dit, que notre expérience nous dit aussi, parce que la pratique basée sur les preuves, c'est la recherche scientifique, c'est aussi l'expérience du clinicien ou de l'enseignant. Et on fixe un nombre minimum de phases à 3 puisque c'est le minimum recommandé. Ça va faire en sorte qu'on puisse avoir 5 designs possibles qui va être tiré aléatoirement de cette projection-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5 designs possibles en faisant les différentes associations des points de mesure en A et en B selon les différentes phases. Et l'ordinateur ou nous-mêmes, on va en désigner parmi ces 5 possibilités une qu'on va appliquer pour notre protocole. C'est ça la randomisation en fait. Dans un cas de AB simple avec 8 mesures de temps de phase et 2 temps de mesure minimum, 5 designs possibles, donc AA, BB, BB, AAA, BB, BB, ainsi de suite. Là, on peut se représenter plutôt facilement. Quand on est dans notre exemple précédent, c'est-à-dire 24 temps de mesure, 4 phases avec minimum 3 points de mesure par phase, on est dans 455 designs différents. Donc là, c'est un peu plus difficile de s'en faire une idée, mais toujours est-il que le but, c'est que le logiciel va vous dresser une liste de ces 450 designs possibles et vous en tirez un aléatoirement que vous allez appliquer. Vous allez mener votre étude, vous allez avoir des résultats pour cette étude et le logiciel va confronter les scores que vous avez avec ce protocole-là, avec l'ensemble des 454 autres designs. Je ne vous refais pas le détail parce que la machine le fait tout seul. Et selon les résultats de chaque simulation, il va vous donner un indice
de significativité. Donc là, par exemple, on en a choisi un au hasard, c'était le A1, 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 A1. Je ne vais pas tous les faire parce que ça fatigue. Et on a les scores, on a les nombres d'épisodes d'agressivité par jour. Voilà. Et donc, le test de randomisation, il va reprendre chacun de ces scores, mais avec une configuration différente des AA et des DBB. Et voilà. J'ai oublié une diapo. Ouais. Là, normalement, le résultat était à P est égal à 0.0234. Donc, on est en dessous du 0.05. Notre expérience est significative. Bonne nouvelle. Donc, les tailles d'effet, comme je vous disais, ça va se baser sur les différences de moyenne. Donc, standardisé avec le résultat de glace ou les agrégés des différences de moyenne standardisées avec l'équivalent en tout cas du dé de Cohen. Et je vous présente également les deux indices de non-chevauchement des données qui sont les plus utilisés, mais qui sont, en fait, on le voit de moins en moins, ça va être utilisé parce qu'il y en a des meilleurs. Il reste valide pour de la publication. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs publications, même avec ces indices-là, même s'ils sont reconnus moins. Donc il y a quand même une certaine part de compréhensibilité de la part des éditeurs qui sont un peu formés là-dessus. Et le Reliable Change Index, qui est un indice calculé, qui est beaucoup utilisé en psychothérapie, mais qui, lui, va avoir la complexité de demander des informations qui ne sont pas forcément données dans votre expérimentation. Ils vont demander l'indice de fiabilité ou de fidélité de l'outil que vous utilisez, ce qui n'est pas le cas de toutes les mesures que vous faites, sur une échelle que vous faites vous-même d'analogie visuelle de 0 à 5 sur n'importe quoi. S'il n'y a pas des études spécifiques sur votre population spécifique, dans votre intervention spécifique, ça va être difficile de trouver. Donc ce n'est pas forcément un indice que je recommande, mais si vous avez des informations à disposition, ça parle bien quand même. Donc tout ça pour vous dire, je laisserai le diapo de toute façon à l'équipe de Pégase, mais je vous laisse une petite formule là, c'est vraiment la formule bateau des différences standardisées de moyenne. On part simplement du fait que pour nous, pour qu'on estime que l'intervention ait eu un effet significatif, il faut qu'il soit égal ou supérieur à 2. En vérité, 1.96. Mais je préfère 2 parce que c'est moins loin à dire. Donc la moyenne de la phase d'intervention doit être supérieure en valeur absolue d'au moins 2 fois l'écart type de la phase baseline pour que l'intervention soit considérée comme efficace. Vous le dites comme vous voulez, mais voilà, c'est suffisant. Le dé de Cohen, ça se lit de la même façon. Hein. C'est le logiciel qui va vous lancer, il peut vous lancer tout. Le seul problème des logiciels, c'est que la plupart, en fait, ils vous demandent de faire les choses étape par étape, de vous sortir graphique par graphique. Ceux qui auront les pointillés de la variabilité, ceux qui auront les pointillés de la moyenne, ceux qui ont les pointillés de la tendance du changement. Donc ça peut être extrêmement chronophage. C'est pour ça qu'il y a des malades qui arrivent à faire plusieurs individus. Ils font les analyses un à un, et puis ils les regroupent en méta-analyse. Eux, je leur tire mon chapeau, parce que ça peut être vraiment long. Donc pareil, ça n'a pas de surprise, ça se lit en valeur absolue de 1.96. Si c'est inférieur, tant pis pour vous. Si c'est égal ou supérieur, bravo. Donc le Reliable Change Index, lui, il ne vous le fait pas le logiciel, il faut le calculer à la main. Donc je suis obligé de vous laisser cette formule-là. On se base sur la différence des moyennes en B par rapport à celle en A. On divise par la racine carrée de 2 fois l'écart type moins la racine carrée de 1 moins la fiabilité de mesure. Bref, il vous faut toutes ces informations. Ça se fait à la calculette. Si vous le faites à la main, bravo. Moi, je le fais à la calculette. Mais ça donne pareil, encore une fois, ça va être toujours, ça marche toujours par 2 ou 1.96. C'est quand même une statistique qui est assez standardisée, ça, et qui peut être aussi en faveur d'un indice statistiquement et cliniquement significatif avec une P associée, cet indice-là. Par contre, si le RCI était inférieur à 1.96, absence de changement, ou alors absence de changement imputable à l'intervention que vous avez mis en place.
chacun de ces indices-là que je vous présente vous permet de confronter l'hypothèse nulle que les changements ou l'évolution des scores du participant en phase B tout au sein de l'expérimentation est indépendant de la manipulation de l'intervention. Si jamais on a des indices supérieurs à 2, ben on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative qui est que le changement est dépendant de la manipulation de la variable. Pour rester sur des formulations un peu plus académiques. Donc là, je vous ai fait le calcul par rapport à ça, c'est moins 6,35, donc c'est un bon changement. Voilà. Et je n'aime pas les formules. Alors oui, comme je vous disais, tous les indices présentés sont donnés directement par logiciel, ou la plupart des logiciels que vous trouverez, sauf celui-ci, calcul à la main. Donc les tailles d'effet se basant sur les indices de non-chevauchement des données, là moi je présente le PND et le PM. Donc c'est quand même plus parlant clinicien parce que là ça se lit en pourcentage. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intuitif. Et ce sont des indicateurs qu'on calcule sur le taux des scores en phase d'intervention par rapport soit au PND, soit au PEM, soit au score le plus favorable ou défavorable en fonction de ce qu'on attend à une baisse ou un changement, soit au score médian. Donc là, c'est le score qui sépare en deux. Encore une fois, à dire comme ça, c'est pas simple, mais avec un graphique, ça va vous paraître plus simple. Donc le PND, c'est Percentage of Non-Overlapping Data, taux de non-recouvrement entre les phases ou taux de non-chevauchement entre les phases. Et le PM, Percentage of Data Points Exceeding the Median, taux de dépassement de la médiane ou taux de non-dépassement de la médiane. Ouh, je me suis répété. Ouais. Donc oui, le calcul de ces deux indices se fait en fonction de la tendance escomptée, c'est-à-dire que quand vous faites l'hypothèse d'un changement, par rapport à une intervention, vous attendez à ce qu'elle fasse évoluer dans un sens ou dans un autre les scores. Par exemple, une intervention réduisant le stress, vous attendez à ce que les scores se réduisent en intervention. Une intervention qui est censée augmenter la tranquillité ou la relaxation, vous attendez à une hausse des scores en phase d'intervention. Et au moment de faire ces analyses ou le logiciel, vous précisez, moi j'attends à une augmentation ou moi j'attends à une baisse. Si vous en avez fait une bonne augmentation, le score ira dans ce sens-là. Si vous attendiez un changement et que vous avez une baisse, le logiciel et les analyses vont sanctionner cette baisse et ils vont vous donner un indicateur qui n'est pas bon. Les deux s'expriment en pourcentage et il est convenu qu'on doit atteindre un minimum de 70% sur ces scores-là pour estimer qu'on a atteint un seuil de pertinence clinique. On parle de pertinence clinique dans ce cadre-là. Donc pour le PND, en fait, c'est un calcul où on fait le pourcentage des scores qui sont les plus élevés en phase d'intervention ou le plus bas. Là, ça y est, je commence à me perdre dans mes explications, ça devient compliqué. Si on attend une diminution, je vais rester directement sur le graphique, peut-être que ça aidera. Voilà. Quand on est en attente d'une diminution, on regarde l'ensemble des scores qui sont en phase d'intervention, qui sont en dessous du score le plus bas de la phase d'intervention. Là, on a 10 scores en phase B et on s'attendait à une descente. Le score le plus faible en phase A, il est de 27. Il y a 9 scores en dessous de 27 en phase B. On divise 9 par 10, qu'on multiplie par 100, 90%. Ouais, c'est long à dire et c'est long à écouter. Hein. Mais c'est comme ça qu'on calcule ce genre de choses. On se fixe une limite, soit dans le PND, on regarde quel est le score le plus favorable ou défavorable par rapport à ce qu'on attend. Alors, le plus favorable, si on s'attend à une augmentation des scores en phase d'intervention, et le plus défavorable, si on s'attend à une diminution. Tous les scores qui sont en dessous de ce score-là en phase d'intervention sont comptabilisés
divisé par le nombre total de mesures en phase d'intervention, qu'on multiplie par 100, et on a notre taux. Le logiciel le fait tout seul, hein. Moi je vous explique un peu le détail parce que je pense que c'est quand même intéressant. Mais... Voilà. 90% des scores en phase d'intervention sont inférieurs au score le plus faible en phase A. Ce taux de non-recouvrement est supérieur à 70%, de non-chevauchement est supérieur à 0,70. Donc la baisse de la variable est effective. Le PM, ça va être la même chose, sauf que ça va être pas par rapport au score le plus favorable, mais par rapport au score médian. Je ne vous refais pas toute l'explication. Voilà. Les scores médians, ils sont donnés par ce petit trait. Ouais, ça va, on le voit bien. À peu près. Tous les scores qui sont en dessous de ce médian-là en phase B vont être comptabilisés, divisés par le nombre total de mesures. Voilà. Je suis désolé de vous imposer tout ça, mais on est encore une fois à 90% de dépassement, tout va bien. Okay. Donc c'est là que vous me direz, c'est quand même peut-être pas très logique que je vous présente ça pour vous dire que c'est des scores auxquels on accorde plus trop confiance en ce moment-là. C'est pas qu'on leur apprend. C'est pas qu'on leur donne plus confiance, mais c'est que c'est des scores qui peuvent être incomplets ou qui peuvent être sensibles à la variabilité ou l'instabilité d'une baseline et qui ne prennent pas en compte cette instabilité de baseline. Donc ça pourrait être des résultats surestimés, en fait. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, un nouveau score a été développé, enfin, pas si longtemps que ça, si, ça va faire quand même peut-être une dizaine d'années, mais qui n'était pas très connu, c'est le non-overlapping of all pairs. Lui, je crois qu'il se calcule quand même à la main. Non, il y a certains logiciels maintenant qui le font, dont celui que je vais vous présenter, ils le font, qui lui a tendance à être plus robuste et plus complet. Je ne vous fais pas son explication, mais je vous invite à lire ce papier-là qui, lui, vous donne tous les indices de non-chevauchement et qui vous explicite même leurs principes et qui vous donne même toutes les formules si vous adorez les formules. Et en cas de baseline instable, on préfère des indices de non-chevauchement tels que le taux U et l'Extended Acceleration Line, qui, eux, je crois, se calculent principalement et majoritairement à la main, sauf certains sites qui proposent directement de rentrer vos données et ils vous sortent le résultat. C'est dingue. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc la méta-analyse, c'est quand même un point qui va être très important parce que la validité externe et les protocoles expérimentaux achaïniques, on ne peut pas dire que ce sont forcément les champions. Si on se base que sur un seul individu, on ne peut pas administrer à toute une population. On peut répliquer un même résultat dans les conditions les plus fidèles possibles à la première intervention pour compiler plusieurs données et en faire des méta-analyses. C'est des modèles qui ont tendance à se complexifier. Là, on parle de modèles hiérarchiques linéaires ou de modèles multiniveaux. Je ne maîtrise pas du tout. Je sais juste que le principe, là, sur le coup, c'est qu'on a la possibilité d'agréger les tailles d'effets des tests de randomisation pour avoir un taille d'effet commun. Et là, on me dit on peut généraliser. En général, quand on fait ce genre d'expérimentation et qu'on le réplique, on a tendance à avoir cette taille d'effet ou ce test, cette p-value, ce test de significativité qui ressort et qui peut donner plus confiance dans nos conclusions. Là, c'est pour tenter de convaincre le plus grand nombre encore. Je vous ai mis de la lecture. Je suis encore dedans et c'est un sacré morceau. Alors, avec les méta-analyses, je trouve qu'il est quand même toujours bien de garder un niveau de vue sur les résultats individuels, sauf qu'on ne peut pas demander à un papier de mettre côte à côte les graphiques de, par exemple, 12 participants différents et d'avoir un coup d'œil, un coup d'œil général dessus. Mais ce qui est dommage, c'est que la plupart des auteurs qui font des méta-analyses, ils ne détaillent que le résultat commun obtenu, sans donner forcément trop de détails sur ce qui s'est passé pour chaque individu. Alors que c'est quand même là l'une des forces des protocoles achaïniques, c'est vraiment de se centrer individu par individu. Et c'est vraiment la grosse conclusion que peut faire un protocole expérimental achaïnique, c'est que pour un tel individu, je suis certain que cette intervention a pu être bénéfique ou non.
et pas une sommité d'individus, une moyenne d'individus, où on ne sait pas pour qui ça a vraiment marché et pour qui ça n'a pas vraiment marché. Donc moi, je propose simplement qu'il est possible qu'en plus des indices communs, on ait un indice qui puisse au moins donner tous les indices d'analyse visuelle. On n'est pas obligé d'avoir les graphiques, mais on peut parler de la moyenne, de la médiane ou de l'étendue. On peut faire une petite flèche qui va dans un certain sens, en haut ou en bas, ou en parallèle pour dire qu'il y a un changement observable, une tendance au changement observable, et de caler pour chaque personne le delta de Glass, le delta de Cohen, le NAP, du coup, le non-overlapping of all pair, le RC ici, là, et puis la p-value donnée par le test de randomisation. Comme ça, ligne par ligne, on dit on peut avoir une idée pour combien d'individus ça a marché ou pas, tout en ayant également les résultats globaux. Ça permet d'avoir un double niveau d'appréciation qui, je pense, peut être utile. Ouais. Je ne vous en dirai pas plus sur les méta-analyses, désolé. Voilà. Donc voilà, moi je vous avais proposé une illustration par une étude empirique dans le cadre de la maladie de Parkinson, parce que du coup, moi, ma thèse, ça a été de tester l'évaluation de plusieurs techniques non médicamenteuses ou de soins de support dans le cadre de différentes pathologies chroniques, où bien sûr, et à juste titre, les essais randomisés contrôlés font loi, mais ont quelques manques d'informations qui est dommage. Et donc, est-ce que les protocoles expérimentaux académiques pourraient constituer pas une alternative, mais un niveau supplémentaire d'analyse qui nous apporterait plus d'éléments? Donc là, c'était dans le cadre d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson. Donc, maladie de Parkinson, ça peut avoir un impact terrible sur la mobilité physique d'un individu. Et il y a une grosse partie de la prise en charge qui se base sur la réadaptation physique, qui est qui peut être vraiment mal vécu par les patients, parce que c'est leur demander de déployer des efforts titanesques pour simplement freiner parfois la maladie et pas récupérer forcément de la capacité physique. Donc il y en a qui peuvent désinvestir l'activité physique parce qu'il y a du stress qui est associé, il y a la perte de motivation, il y a la sensation qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable de le faire. Donc est-ce qu'il y aurait pu y avoir des moyens de susciter un moindre stress et plus de confiance en soi dans le cadre de ces réadaptations physiques? Et donc là, j'ai travaillé avec une équipe qui a développé un jeu vidéo thérapeutique, les Serious Games. En fait, c'est avec une caméra, on peut faire des mouvements devant la caméra et ça fait bouger un jeu vidéo en face de soi. Et selon l'amplitude des mouvements qu'on fait, on réussit plus le jeu et on mobilise mieux le corps pour une bonne réadaptation. Donc voilà, évaluer l'efficacité d'un exercice sur le stress et le sentiment d'auto-efficacité d'un patient atteint de la maladie de Parkinson dans le cadre de cette réadaptation. Je vous passe très vite fait les détails. C'était un protocole ABAB avec 3 temps de mesure par semaine sur 4 semaines. Je vous montre direct les indices. Ça vous fait penser à ce que je vous ai présenté tout à l'heure en guise d'exemple. C'est normal, c'est parce que en effet, on avait des indices plutôt très bons, les deltas de Glass et de Cohen qui sont supérieurs à 2, PND, on est au-dessus de 70%, RCI, ok. Et sur l'analyse visuelle, on voit que, en effet, il y a quand même quelque chose qui est un peu déconné au niveau du stress parce que ça a monté. Vous allez comprendre après pourquoi. Ça, c'est pour le stress, ça va, on est bon. Et pour le sentiment d'auto-efficacité, là, du coup, ça peut arriver souvent qu'on ait des résultats mixtes comme ça. Par exemple, un delta de Glass qui est bon, un delta de Cohen qui n'est pas bon. Un PND qui n'est pas bon et un PM qui est bon. Et là, on se dit, voilà, comment s'y retrouver? C'est pour ça que l'analyse visuelle est très, très importante et qu'aussi des connaissances théoriques sur les concepts que vous évaluez va être très importante. On sait que l'auto-efficacité, quand on fait l'expérience d'une expérience positive, on a confiance en soi. C'est une confiance en soi qui a tendance à rester malgré un échec supplémentaire ou une difficulté qui perdure. Donc là, moi, j'aurais dû réfléchir et me dire, en fait, c'est une mauvaise variable à évaluer dans le cadre d'un protocole ABAB parce que même si je retire l'intervention et que le monsieur refait l'expérience de difficulté, vu qu'il a une expérience précédente conclusive auparavant, il va rester mobilisé dans son estime de soi. Et donc, retirer l'intervention ne va pas s'accompagner d'une disparition immédiate. Donc, ce n'est pas adapté. Et c'est en ça que ça se réfléchit très bien. Les protocoles académiques, c'est que
en fonction de ce que vous voulez évaluer, en fonction de la durabilité du changement qui pourrait être accompagné par l'intervention, ben, il faut se dire que tout n'est pas adapté au protocole ABAB, parce qu'il y a des changements qui ne sont pas perdus quand on retire l'intervention. C'est le cas, je pense, dans l'éducation, dans le cadre de l'acquisition de certaines compétences. Ce n'est pas parce qu'on retire l'enseignement que la personne a oublié. C'est pour ça qu'en général, le plus safe pour le niveau vraiment full expérimental, c'est les AB multiples en général. C'est ceux qui sont pas forcément les plus simples à mettre en place, mais qui passent le mieux pour évaluer le plus d'interventions possible. Tout type d'intervention confondu. Après, à chacune d'intervention, ses spécificités, mais tout se réfléchit en fonction de ce qu'on sait déjà de l'intervention et de la population qu'on évalue. Bref, donc là, c'est quand même pas mal. Hein. On voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais bon, est-ce que c'est vraiment l'intervention ou pas? On ne peut pas le dire. Là, on sait juste qu'il y a eu un avant et un après où ça a monté, mais qu'il y a une tendance presque linéaire qui est restée. Je ne peux pas dire que ce soit forcément l'intervention qui ait fait que mon patient a eu beaucoup plus d'auto-efficacité. Par contre, je peux me dire, ben, peut-être qu'il y avait déjà quelque chose dans la phase A1 qui évoluait vers le positif, donc ça se trouve, il était déjà en train de reprendre confiance en lui au moment où je lui ai administré l'intervention, donc je n'ai pas été utile. Ou alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais il y a eu besoin que d'une séance pour ce monsieur-là, pour que quelque chose se... Voilà, après on peut faire des hypothèses d'explication, des hypothèses explicatives. On n'est pas obligé d'avoir réponse à tout, mais on doit être prudent et plausible dans les hypothèses explicatives qu'on peut faire. Et justement, ben moi, pour ce monsieur, ce qui marche très bien aussi avec les analyses, les protocoles expérimentaux académiques, c'est de caler des entretiens avec et faire des analyses qualitatives. Lui, il m'a bien dit que c'était une expérience qu'il avait jugée positive, mais au début, lui, je jouais à un jeu vidéo et il me dit en quoi ça me fait bosser, j'ai l'impression de ne pas travailler, donc je n'ai pas allé mieux. Donc il a stressé. Tout le petit pic que vous pouvez voir là, en B1, par exemple. Donc ça permet de contextualiser un peu et de faire justement, de regarder ce qui se passe à chaque phase, s'il n'y a pas eu un événement qui aurait pu influencer sur les résultats qui ne sont pas liés à l'intervention en elle-même. Donc là, si c'était quand même l'intervention en elle-même, mais c'était surtout le fait que c'était peut-être pas sa cam aussi à ce patient-là, au début en tout cas. Début angoissant et stressant, impression de ne pas progresser, de ne pas travailler, donc ça n'aurait pas été... Ouf, il y a un problème de présentation. Là, c'est des petites ressources, je vais aller très vite dessus parce que j'ai déjà dépassé le temps de parole, mais comment se présente le jeu de données qu'on veut faire importer dans un logiciel de protocole à cas unique? En fait, ça tranche un peu, je ne vais pas vous faire les mauvais exemples, je vais vous dire directement les bons exemples, c'est qu'il doit y avoir une colonne qui correspond les noms des phases, les phases A et B, et une ligne par temps de mesure, pas par participant. Une colonne, première colonne pour les noms des phases, et après c'est deuxième colonne, troisième colonne pour chaque variable que vous avez évaluée. Il faut faire simplement très attention à ce que le nom des colonnes suive un ordre chronologique ou alphabétique pour que le logiciel dise bien, ben, la première colonne, c'est bien la colonne des phases, donc je vais pouvoir mettre sur mes graphiques, là c'est A, là c'est B. Premier graphique, là ça va être l'anxiété. Si vous jamais vous ne précisez pas d'ordre, il va vous faire n'importe quoi le logiciel en fait. Il est un peu bête sur ce point-là, c'est vraiment, soit vous mettez un phase de vos variables, ou A phase B votre variable, pour que ça fonctionne. Avec la seule, voilà. 1 phase, 2 variables anxiété, 3 variables dépression, et les lignes, les points de mesure, en partant de la plus ancienne à la plus récente, quoi, dans le protocole. Oui, j'avais fait des petits croix, oui. La petite spécificité dans les baselines multiples, c'est que, ben, du coup, vos participants, ou vos occasions de mesure, ou vos contextes différents, ils doivent s'additionner, pareil, sur les colonnes dans un ordre chronologique. Participant 1, vous avez 1 phase, 2 sa variable d'anxiété, 3 sa variable de dépendance, 4 sa variable de qualité de vie. Et on passe au participant 2, donc 5 retour phase, 6 anxiété, ainsi de suite, pour que vous ayez tous vos contextes de mesure. Le plan ABAB, c'est la même chose, sauf que vous devez spécifier A1, 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 B1, 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 A2, 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 B2, B2, B2. Grosso modo, voilà.
Donc, moi, ce que je conseille, c'est qu'il y a le logiciel d'analyse statistique gratuit R, qu'on utilise beaucoup dans l'aspect quantitatif. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup au centre de l'éducation. Là, je suis désolé, moi je suis un néophyte le plus complet sur tout ce qui relève de votre spécialité. Mais c'est un logiciel gratuit où en fait on télécharge dessus des packages qui permettent d'activer ces analyses. Ça, je vous laisserai, donc c'est pas la peine d'en dire plus. Si jamais vous n'avez pas envie de télécharger un logiciel, il y a vraiment un site qui fait exactement la même chose que le logiciel. Vous spécifiez la même chose, vous téléchargez la même base de données dessus. Vous avez juste à cliquer sur des boutons et ça vous sort, sans que vous téléchargez quoi que ce soit. Voilà. Donc, pour terminer ça, voilà, c'est vrai que ça peut faire beaucoup d'éléments. En vrai, c'est très facile à mettre en place. Et quand on a un tutoriel qui est assez précis, on peut se lancer très facilement dans les protocoles local uniques. C'est juste que dans leur simplicité se cache le fait qu'il est possible très vite de faire des conclusions parfois un peu trop enthousiastes quand on ne fait pas assez attention à toutes les choses de ce protocole-là. Je vous remercie.